pour discuter et entendre parler d'un sujet qui touche tous, la relève versus l'expérience, comment on va adapter sa rémunération. On sait que présentement, le manque de main-d'œuvre est à l'avantage des chercheurs d'emploi, particulièrement les plus jeunes, qui souvent se mettent en position pour négocier de très bons salaires et on est content pour eux en même temps. Donc, aujourd'hui, je tiens à mentionner que la session va être enregistrée et sera disponible par la suite là, sur notre chaîne YouTube. Donc, relève versus expérience, qui de mieux pour en parler que PCI Rémunération Conseil? On a avec nous aujourd'hui Mélissa Allard. Mélissa qui a plus de 13 ans d'expérience, entre autres chez PCI. Son rôle est principalement d'intervenir dans la réalisation de mandats variés, touchant principalement l'analyse du positionnement marché, l'évaluation des emplois, la mise en place des structures salariales et l'équité salariale. De son côté, Dominique Gérard, associé, est un des piliers de la firme, plus de 20 ans d'expérience. Il se concentre essentiellement sur la rémunération exécutive, touchant les membres de la direction et du conseil d'administration. Merci Guy. Premièrement, merci à tous d'être là et à l'AQT, de nous inviter à pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. On a préparé un document pour présenter ce qu'on voit avec les organisations. On a des rencontres, évidemment, des discussions avec beaucoup d'organisations en TI. Actuellement, c'est un secteur qui est très chaud au niveau du marché de l'emploi. Les organisations s'arrachent les ressources. Et puis, on a fait des recherches également dans le marché, voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va vous présenter. Si vous avez des questions en cours de route, évidemment, n'hésitez pas. C'est toujours plus facile quand vous intervenez également. Poser des commentaires ou des questions. Là, on est ouvert. Guy va gérer le trafic de ce côté-là. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle en rémunération, vous le savez. On n'est pas là avec la formule secrète. Je ne pense pas qu'elle existe. Puis s'il y en a qui en ont une, bien tant mieux, mais il y a des façons d'aborder la rémunération. On croit qu'il y a des façons d'analyser notre rémunération, de se comparer au marché, d'établir des stratégies qui vont aider les organisations à être plus attractifs, puis surtout retenir les gens, qui est une préoccupation importante. Mélissa, excusez, oui. Donc, PCI, rapidement, là, on est une firme de conseillers en rémunération. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe, ça fait une vingtaine d'années, et puis on travaille principalement au Québec avec des organisations privées, généralement, de toute taille, et c'est des mandats qui concernent la rémunération globale. Donc, combien payer des employés, mais surtout comment les payer. Récemment, on s'est joint à la firme Gallagher, là, qui est une firme internationale qui nous permet d'offrir des services additionnels en ressources humaines, avantages sociaux, etc. Donc, comme Guy le mentionnait, je suis accompagné de ma collègue Mélissa Allard et on va se partager là, la présentation. Donc, les trois sujets qu'on va aborder. La première question qui nous est posée souvent, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? C'est quoi? Comment on fait pour les attirer, pour s'assurer qu'ils joignent notre firme plutôt qu'une autre ou qu'ils demeurent avec nous? Évidemment, il y a des points communs dans leurs attentes. C'est des choses qu'on va regarder aujourd'hui et il y a des choses à faire pour répondre à leurs attentes. Vous avez potentiellement des enjeux pour attirer. On entend beaucoup actuellement, nos discussions avec les chefs d'entreprise puis les gens en ressources humaines tournent beaucoup. Ce qu'on entend, c'est qu'ils disent les jeunes se font monter la tête dans les écoles. Guy en faisait référence tantôt. Ils se font dire n'hésitez pas à demander des salaires élevés. C'est vous qui avez le gros bout du bâton. On en entend parler dans les journaux. Les gens nous disent, c'est moi qui se fait passer en entrevue quand je veux recruter un candidat. Clairement, les nouveaux diplômés,
ceux qui arrivent sur le marché du travail n'ont pas bonne presse. On ne peut pas leur en vouloir, évidemment. C'est de bonne guerre et puis ils en profitent. Mais que ce soit vrai ou pas, ben, il faut optimiser nos investissements en termes de rémunération. Comment on peut faire pour s'assurer que chaque dollar de rémunération vale la peine? Quand on parle d'optimiser la rémunération, c'est peu importe qu'est-ce qu'on va offrir aux gens, que ce soit du salaire, que ce soit de la bonification, de la formation, des avantages sociaux, d'autres programmes de rémunération, bien, il y a un coût à ça. Soit c'est un coût direct ou c'est un coût en termes de communication, de temps de nos gestionnaires. Donc, comment on fait pour s'assurer que tout ce qu'on offre, on en retire le plus possible? On peut avoir une organisation, puis on a certains clients où le salaire est extrêmement généreux, mais sinon, les autres composantes, c'est assez pauvre. C'est une façon de se présenter dans le marché en tant qu'employeur. Et puis, ça peut fonctionner avec certains individus. Ailleurs, on voit des entreprises qui ont autant de succès à attirer et à retenir leurs gens, mais qui ont des salaires vraiment très modestes par rapport au marché. Donc, quand on voit les salaires, on compare, on se demande comment ils font, mais d'un autre côté, c'est souvent des organisations qui ont des cultures extrêmement fortes, qui offrent beaucoup d'avantages, d'autres avantages qui vont être appréciés par un autre type d'employés ou par d'autres profils d'employés. C'est beaucoup là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui, des profils d'employés et les générations, mais surtout les profils d'employés qu'on veut attirer puis qui fit bien avec notre culture. Puis la troisième chose qu'on va regarder, c'est comment on fait pour limiter les effets d'avoir embauché des postes à l'entrée avec des salaires plus élevés. C'est clair, ça arrive. Des fois, on n'a pas le choix. On a des emplois qui doivent être comblés. On doit faire des entorses à nos pratiques. On donne des salaires plus élevés. Ça, c'est pas la fin du monde, mais comment on fait pour limiter l'impact de faire ça? Donc, avant de commencer, il y a quelques points sur lesquels on aimerait revenir. C'est premièrement, attention aux généralisations. Tu sais, je dis ça, puis je le sais, dans notre présentation, on en fait certaines généralisations. Il faut plus parler, pour nous, là, de tendance selon les générations. Il y a des gens qui ont des profils très similaires en termes d'emploi, qui ont des attentes également très similaires, mais il faut faire attention à ça là, pour ne pas être trop ancré dans des stéréotypes. La deuxième chose, c'est qu'on croit fermement que dans tous les cas, l'équité interne est beaucoup plus importante que l'équité externe. Donc, l'équité interne, ce sont les employés d'une même organisation entre eux. Il faut qu'on s'assure que la rémunération qu'on offre est équitable selon différents critères, ce que l'on valorise en tant qu'employeur, mais qu'on ait une logique et que les gens sentent qu'ils sont traités équitablement et reconnus dans ce qu'ils offrent. L'équité externe, c'est avec les autres organisations. C'est toujours plus difficile pour un employé. Ils connaissent des gens qui ont des salaires, les gens se partagent beaucoup les salaires entre eux. Donc, ils savent qu'est-ce que les autres gagnent, mais souvent, ce n'est pas le même emploi nécessairement, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes autres avantages qui sont offerts, il n'y a pas les mêmes opportunités de développement. Donc, c'est plus difficile à faire une comparaison avec quelqu'un qui travaille dans une autre organisation complètement, qui peut être dans un autre milieu, là, soit les jeux vidéo versus la consultation. Donc, c'est plus hasardeux. Mais savoir que ton collègue qui a un emploi très similaire au tien dans ton organisation, par exemple, qui aurait le même supérieur immédiat et qui gagne beaucoup plus que toi, ça, la pilule est vraiment plus difficile à passer. Puis c'est ce qu'on voit qui cause le plus de dommages dans les organisations. Le troisième point, c'est la culture versus la rémunération globale. Donc,
si on a une culture qui est vraiment, je ne dirais pas toxique, là, mais une culture d'organisation qui ne favorise pas l'épanouissement des employés, ça va prendre une rémunération pas mal élevée pour réparer les dommages qui peuvent être causés. Puis à l'inverse, les organisations qui ont des cultures très fortes s'en sortent et très positives, qui sont vues comme des employeurs de choix, ont souvent beaucoup moins de pression sur la rémunération. La culture, ce n'est pas quelque chose qui se change facilement en 2 semaines, mais c'est des choses sur lesquelles on peut travailler en parallèle pour aider à réduire la pression sur la rémunération. Donc, le dernier point, c'est quand on dit être ouvert au changement, le marché du travail évolue, puis les attentes des gens évoluent. Ça évolue pas à la vitesse grand V, mais il y a quand même des changements importants qui s'opèrent. Puis ceux qui ont du succès, ce qu'on voit, c'est qu'ils réagissent rapidement aux changements qu'ils voient. Puis, ils ne s'ancrent pas dans leur... on a toujours fait ça comme ça ici. C'est beaucoup des organisations qui écoutent, qui sont au courant de ce qui se passe dans le marché. Écouter, ça ne veut pas dire de faire ce que les employés veulent faire ou te demandent de faire, mais vraiment de t'assurer de faire évoluer tes pratiques en restant ancré sur ta culture, mais de rester ouvert au changement. Donc, en gros, il faut oser faire des changements. Donc, quand on parle d'adapter son offre de rémunération globale en fonction de l'âge, est-ce que c'est une bonne idée? Adapter son offre de rémunération globale, c'est quelque chose qui est discuté. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y en a certains qui travaillent plus près de la rémunération, il y en a d'autres qui sont plus près des ventes. Donc, pour être certain qu'on se comprend sur qu'est-ce que c'est adapter son offre de rémunération globale, c'est des concepts qui se discutent depuis quand même assez longtemps en rémunération, mais qui ne sont pas énormément utilisés par les organisations. Donc, ça revient à offrir une rémunération différente selon le profil des gens des employés. Donc, on pourrait offrir à certains employés un salaire plus élevé, mais moins de rémunération incitative, des vacances, moins d'autres avantages. Et à d'autres employés qui privilégieraient les vacances, avoir plus de vacances, une rémunération incitative plus importante, avoir un intéressement qui est lié à la valeur d'entreprise, peu importe, mais c'est vraiment de moduler son offre en fonction du profil des gens. C'est des choses, comme je disais, qui ont été discutées longtemps, puis c'est vraiment pas fait grand-chose dans les organisations. Ça n'a pas évolué rapidement. Il y a quelques organisations plus novatrices qui ont vraiment mis l'emphase là-dessus. Mais en ce moment, ce qu'on voit de plus en plus, c'est une ouverture de la part des gens qui gèrent les ressources humaines, qui gèrent la rémunération, à s'en aller dans cette direction-là. Il y a plusieurs professionnels qui disent on n'a juste pas le choix de s'en aller vers là. La question, ce n'est pas si on va y aller, mais quand est-ce qu'on va y aller, puis à quel rythme. Puis je pense qu'effectivement, là, j'ai été très critique de la rémunération flexible, puis adapter l'offre de la rémunération longtemps pour différentes raisons, mais je pense qu'on n'a pas le choix de s'en aller vers là. Et puis, pour continuer à être attirant. Les gens s'attendent à avoir une rémunération qui correspond à leurs attentes. Et puis, quand on parle des généralisations, on a fait quand même beaucoup de recherches, Mélissa et moi, pour différentes raisons. Et puis, il n'y a pas tellement d'études scientifiques ou de consensus de qu'est-ce qui est attendu par les jeunes. Puis évidemment, il n'y a pas une chose là, qui se distingue, mais ce qu'on suggère, c'est plus des pistes de réflexion.
faut pas oublier les facteurs d'influence aussi, le milieu de où l'employé vient, la culture dans laquelle on est. Si on est au Canada, si on est aux États-Unis, c'est très différent. On a des clients qui ont des opérations canadiennes, des opérations américaines. Et puis, la mentalité est extrêmement différente. Donc, on doit en tenir compte dans notre rémunération. Je ne sais pas s'il y a beaucoup parmi vous là, qui ont des employés, soit dans le reste du Canada ou aux États-Unis, mais par exemple, aux États-Unis, qui est un exemple, qui a quand même des pratiques différentes du Canada, où la rémunération incitative est beaucoup plus utilisée, les vacances sont beaucoup moins importantes. La culture va être moins, l'entreprise va être moins privilégiée. Donc, on va y aller vraiment modèle américain, le salaire, puis une rémunération incitative plus importante. Donc, ça, on doit en tenir compte là, dans nos politiques si on veut embaucher à l'extérieur. Et puis aussi les expériences individuelles des gens là, qui vont influencer leur façon de voir leur rémunération. Aussi, il y a le contexte économique, là, évidemment. Là, présentement, c'est à l'avantage des employés qui veulent négocier. Cela dit, si on veut, on met énormément d'emphase sur le salaire, sur être un employeur qui paye beaucoup, bien, il faut être conscient qu'on va en tirer des mercenaires. T'sais, un mercenaire, ça veut une rémunération élevée, c'est pour ça qu'il va aller travailler. Puis, on a certains clients qui nous disent, ben, des mercenaires, j'en ai besoin de certains. Je le sais pourquoi j'en ai besoin. Ils vont faire un travail en particulier, puis après ça, ils vont s'en aller. Il va toujours avoir quelqu'un qui paye plus que vous autres. Si on veut jouer à ce jeu-là, pour nous, ça peut être à court terme une avenue qui est bonne pour combler des besoins, mais à long terme, c'est plus ou moins une stratégie qui est valide. Donc, on veut beaucoup parler, c'est plus intéressant pour nous de parler de distinction générationnelle. Là. On sait que chaque génération a été marquée par ce qui s'est passé sur le marché du travail ou au niveau économique. Là. Donc, ceux qui sont rentrés sur le marché du travail en 1995 versus en 2000 versus en 2020, ils ont une approche différente du milieu du travail. Puis, c'est là-dessus qu'on devrait se baser si on veut réfléchir à adapter notre rémunération. Un autre élément qu'on croit important de regarder, on pourrait facilement imaginer qu'il y a une certaine segmentation selon le cycle de vie, de carrière de l'employé. Par exemple, un employé qui serait en début de carrière, donc vos jeunes professionnels, on pourrait croire qu'ils vont beaucoup plus rechercher ou favoriser des éléments au niveau de la rémunération directe, donc un salaire élevé comme on discute depuis le début, mais également qu'ils vont rechercher des éléments pour leur développement de carrière. Ensuite, une fois qu'on atteint peut-être plus le milieu de carrière, bien, on pourrait s'attendre que là, nos choix ou ce que l'individu va rechercher va être davantage influencé par sa situation personnelle. Donc, est-ce que l'employé est en couple ou non? Est-ce qu'il est locataire, propriétaire? C'est quoi sa situation financière? Est-ce que c'est un proche aidant? Bref, tous des facteurs externes qui peuvent venir influencer ce à quoi l'individu va rechercher comme élément dans sa rémunération. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais également, comme on a discuté plus tôt, bien, le profil de l'employé, c'est quoi ses valeurs, c'est ce à quoi il aspire, c'est quoi ses compétences, puis son vécu. Donc, c'est tout, encore une fois, sans vouloir généraliser, mais c'est toutes des caractéristiques qui peuvent venir influencer ce à quoi l'individu va rechercher comme avantage, comme rémunération globale. Donc, c'est là qu'en milieu de carrière, on voit que, de façon générale, l'individu va chercher quelque chose de différent selon, là, bien sûr, là, sa situation personnelle. Donc, par exemple, on pourrait croire qu'un individu qui a des enfants va peut-être chercher un peu plus un équilibre travail personnel et travail. Ensuite, il pourrait rechercher aussi peut-être des avantages sociaux plus attractifs, par exemple, en termes d'assurance collective. Et inversement, ben, un employé qui n'a peut-être pas d'obligation familiale ou financière va peut-être plus miser sur son développement de carrière ou encore une rémunération directe et incitative.
Ensuite, quelqu'un qui serait plus en fin de carrière, on peut présumer qu'il va rechercher peut-être plus une stabilité dans son environnement de travail. Donc, par exemple, la possibilité de travailler 4 jours semaine, 3 jours semaine ou seulement quelques mois par année. Et également, là, favoriser tout ce qui est plus axé sur la sécurité, donc un régime de retraite là, avantageux pour bien sûr prévoir sa retraite et sa fin de carrière. Donc, encore une fois, ça reste des idées préconçues, des généralisations, mais on croit que le cycle de carrière vient quand même influencer aussi ce à quoi les employés aspirent. Donc, d'où l'importance de voir justement notre profil de notre main-d'œuvre se situe où. On a-tu beaucoup d'employés qui sont en début de carrière, plus en milieu de carrière, plus en fin de carrière? Puis à ça aussi, c'est quoi leur situation personnelle? Est-ce qu'on a une main-d'œuvre qui est jeune avec des familles ou des gens plus âgés, retraités, proches de la retraite, etc. Donc, c'est vraiment important de connaître sa main-d'œuvre, autant de leur situation personnelle, mais également des profils. Tout ça pour dire qu'il faut éviter que la gestion de notre rémunération repose sur des stéréotypes, mais plutôt avoir une bonne connaissance de notre main-d'œuvre. Ensuite, est-ce qu'on devrait adapter notre offre de rémunération selon l'âge? Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, selon nous, pas nécessairement. Nous croyons plutôt que la rémunération globale, elle devrait tenir compte de la culture de l'organisation, comme l'a bien expliqué mon collègue, mais également des caractéristiques de notre main-d'œuvre, ainsi que des profils qu'on veut attirer et retenir. Maintenant, comment optimiser ces investissements de rémunération pour que justement les postes d'entrée, est-ce que c'est possible? Donc, je crois qu'on s'entend tous pour dire que oui, les salaires ont augmenté, mais pas seulement les salaires des jeunes professionnels, mais également les salaires à l'embauche et même les salaires au sein des gens qui ont de l'expérience. Comme mon collègue l'a bien mentionné en début, il va toujours avoir des employeurs qui vont payer plus que nous. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Cela dit, il faut quand même rester attractif. Donc, ça serait difficile d'offrir des salaires qui seraient plus bas que 25 là, que le marché. On va toujours quand même viser de se rapprocher du marché, mais ensuite d'avoir une enveloppe de rémunération globale qui peut venir combler le fait qu'on n'a pas nécessairement les salaires les plus attractifs sur le marché, tout en respectant, là, bien sûr, notre capacité à payer. Donc, si on revient aux jeunes professionnels, maintenant, comment on peut optimiser nos investissements de rémunération, sachant que, oui, les salaires à l'entrée vont être plus élevés que ce qu'on a connu peut-être 5-7 ans. Selon nous, misons sur la rétention de ces jeunes professionnels-là, mais également sur leur développement. On vient les embaucher à un salaire peut-être un peu plus élevé qu'on s'attendait, mais assurons-nous, de les retenir, mais également de les développer. Donc, on offre des salaires plus élevés vu la pression du marché. Comment qu'on peut s'assurer de les développer? Bien, c'est d'encadrer ces jeunes professionnels-là par la mise en place d'un programme de développement des compétences et de la gestion de la performance. Là, ici, ce n'est pas nécessairement obligé d'être quelque chose de super laborieux, formel, qui va vous demander beaucoup de temps et d'investissement de la part de vos gestionnaires, mais quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus informel, des échanges que les gestionnaires échangent avec les employés, qui s'assurent de mettre sur pied des programmes pour bien les encadrer et leur donner les moyens pour qu'ils répondent aux exigences de l'emploi sur ce quoi vous les avez embauchés. C'est ce qu'on veut, c'est on les embauche pour faire une tâche X. S'ils n'ont pas les compétences ou les moyens ou toutes les connaissances pour y arriver, bien, assurons-nous de les encadrer. Comme ça, au moins, on s'assure qu'ils vont y arriver et qu'on va avoir un certain retour sur notre investissement. C'est sûr que ça passe beaucoup par l'implication des gestionnaires. Donc, il faut également former nos gestionnaires, impliquer nos gestionnaires, puis être transparent aussi avec eux sur la situation actuelle, de dire, ben oui, on embauche des jeunes professionnels à salaire plus élevé. Maintenant, comment qu'on s'assure qu'ils vont livrer au-delà de nos attentes? De plus, les jeunes sont beaucoup à la recherche de développement, comme on a mentionné plus tôt.
Donc, pour eux, de savoir, OK, vers quoi je peux évoluer, c'est quoi le prochain poste ou les prochaines responsabilités que je peux aller chercher et dans un horizon de combien de temps, ça devient également un élément super mobilisateur et de rétention pour les jeunes professionnels. En parallèle, il faut quand même considérer les autres éléments là, des cadrans de la rémunération, comme on a discuté plus tôt. Donc, au niveau des avantages sociaux, nous, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes, ils veulent être autonomes, ils veulent choisir, ils veulent avoir une flexibilité dans leur choix des avantages sociaux. Donc, une solution parmi d'autres, c'est souvent le type de compte flexible pour les soins de santé ou les activités sportives ou autres loisirs qui permet le choix à l'employé de dire, OK, bien, j'ai un budget, une enveloppe que je vais investir soit par un événement sportif, un équipement sportif ou dire, bien, je vais l'utiliser pour des remboursements de soins en massothérapie ou peu importe. Mais tout ça qui est quand même lié là, au bien-être de l'employé pour favoriser son bien-être. Également, ce qu'on remarque, c'est que les employés en général, peut-être un peu plus chez les jeunes, une flexibilité au niveau des vacances, puis une enveloppe, là, une offre de politique de vacances qui est attrayante aussi, c'est quelque chose qui est recherché. Donc, ils veulent un gros salaire, mais ils veulent du temps aussi pour en profiter, si je peux me permettre. Finalement, on observe aussi que la flexibilité est également recherchée dans l'aménagement des horaires de travail. Donc, de permettre de gérer un peu de façon plus autonome son horaire dans la mesure du possible, de dire, bon, je commence un peu plus tôt, puis je finis plus tôt, je commence plus tard, je finis plus tard, je vais travailler en soirée, je vais peut-être prendre mon vendredi après-midi, mais je vais continuer mon travail la fin de semaine. Bref, quand l'emploi le permet, de pouvoir avoir une plus grande flexibilité sur comment on va gérer nos horaires pour pallier après ça avec nos obligations ou notre vie personnelle. Effectivement, si je peux me permettre, Mélissa, c'est vraiment des choses, les vacances et puis l'aménagement du temps de travail. C'est certain qu'avec la pandémie où les gens travaillent de la maison, il y a eu un impact parce qu'avant, les gens se rendaient généralement sur le lieu du travail pour travailler. Donc, les horaires étaient beaucoup plus régulières. Et puis, ceux qui étaient wild, c'était comme tu pouvais commencer à 9h30 puis finir à 4h. Mais ce qu'on voit, il y a eu beaucoup de questions récemment qu'on a eues de clients ou de discussions qu'ils ont eues avec leurs employés sur l'aménagement des heures, de dire, OK, je me suis fait offrir des employés qui leur reviennent pour dire, je me suis fait offrir un emploi, je peux travailler quand je veux. Mais tu sais, la réponse de l'employeur, c'est souvent, oui, mais c'est pas mal déjà ça dans notre entreprise. Tu sais, je ne te force pas à être là à 8h30, je ne te force pas à être là jusqu'à 4h30 nécessairement, mais ce n'est pas des choses qui sont communiquées telles quelles. C'est des choses qui sont faites un peu, si on veut, naturellement, mais qui ne sont pas communiquées comme un avantage, qui sont juste là comme ça. Puis après ça, il y a des organisations qui, eux, vont le mettre de l'avant, qui vont dire, tu sais, tu peux aménager tes heures de travail comme tu veux. Là, c'est vu comme un avantage de certains employés, mais quand c'est déjà là, donc, donc c'est souvent une question de communication aussi, sur jusqu'où on est prêt à aller et qu'est-ce qu'on est prêt à dire à nos employés. Des fois, il y a des choses qu'on fait déjà, mais qu'on n'ose pas dire à nos employés. On ne veut pas que le formaliser, si on veut. Mais les organisations qui le formalisent, qui sont beaucoup plus rapides à l'énoncer, souvent vont avoir plus de succès dans leur attraction puis à retenir les gens parce que la rémunération globale est claire et les conditions de travail sont claires. La même chose pour les vacances. La discussion, Mélissa parlait que c'est beaucoup privilégié. En ce moment, les vacances, c'est des discussions fréquentes. On entend des organisations qui disent ben, on songe à ne plus lier les vacances au service. De dire pourquoi un employé qui a 20 ans de service aurait plus de vacances qu'un employé qui commence. Si l'employé qui commence travaille aussi fort, sinon plus, tout le monde a besoin de vacances. Ce qu'on dit, ce n'est pas nécessairement de faire ça. Ça dépend
Ça dépend de la situation, puis c'est pas un no-brainer que tout le monde devrait faire ça, mais c'est vraiment des questions qui sont de plus en plus fréquentes. L'aménagement aussi du temps de travail, de travailler 4 jours au lieu de 5, c'est des choses qui sont discutées dans certaines organisations. Encore là, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais c'est des choses auxquelles on devrait réfléchir à tout le moins pour être prêt à offrir une réponse. Là, parce que ce qu'on voit, ça semble être une tendance là, de la part des employés de demander ce genre d'avantages, si on veut. Exactement. Donc, juste pour revenir là-dessus, ce qu'on veut retenir, c'est vraiment de dire, ouais, on a fait un investissement avec ces embauches-là, mais comment s'assurer qu'on a un retour? Bien, assurons-nous qu'on va les retenir, qu'on ne les gardera pas seulement 6, 7, 8 mois, mais qu'ils vont rester au sein de l'organisation, mais également qu'on va se doter de mécanismes pour s'assurer qu'ils vont pouvoir se développer, puis qu'ils vont pouvoir grandir dans l'organisation, puis acquérir de l'expérience au sein de notre organisation, qui va être également un élément de rétention. Donc, c'est vraiment 2 moyens qui vous permettent d'assurer quand même un certain retour sur l'investissement. Donc, on a commencé à en discuter. Je vais laisser Dominique poursuivre. C'est ici une liste d'autres idées d'offres de rémunération indirecte qui ont un coût peut-être moindre que de la rémunération directe comme on connaît. Effectivement, puis c'est pas des choses qui sont parfois pas extrêmement coûteuses, mais il y a quand même un coût là, à tout ce qu'on disait. Mais quand nous, on va dans une organisation, on fait souvent des rencontres d'employés, on parle aux gens pour connaître leur point de vue sur la rémunération dans leur entreprise. Souvent, ce genre d'avantage-là qui est offert, que nous, on peut considérer, que certains peuvent considérer trivial ou vraiment ne faisant pas partie nécessairement de la rémunération. Souvent, c'est ça qui va nous être mentionné par les employés, comme pourquoi ils travaillent chez cet employeur-là, qu'est-ce qu'il y a de différent pour cet employeur-là. Tu sais, j'ai un de ceux qui a là accès à un coach d'affaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. Je pense que je l'ai vu dans une organisation, mais c'est quelque chose dont tous les employés m'ont parlé. L'accès à un coach d'affaires, comment ça les aidait au niveau personnel, au niveau professionnel, à régler des enjeux. Donc, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement communes, mais des fois, il faut sortir des sentiers battus, puis il ne faut pas hésiter là, à poser des gestes ou à mettre de l'argent là où on croit que c'est bénéfique pour l'employé et pour l'entreprise. Des choses qui est beaucoup discutées en TI, c'est les banques d'heures. Qui a accès à du temps supplémentaire? Qui reprend ses heures? Comment cette banque d'heures-là est gérée? Donc, il y a souvent du flou autour de ça. Il y a parfois de la frustration. Donc, établir des règles claires, puis au lieu en bénéficier en tant qu'employeur, puis le mettre de l'avant, c'est souvent gagnant. On parle de télémédecine. Je ne sais pas jusqu'à quel point je n'ai jamais utilisé, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, que les gens veulent, qui ne sont pas des coûts énormes pour une entreprise, mais qui sont appréciés et qui permettent des fois de se distinguer dans un monde où on veut être différent puis on veut avoir une marque employeur forte. Partnership avec les clients, des fois, c'est des choses faciles à faire, mais où les employés se sentent vraiment plus attachés à leur entreprise, un sentiment d'appartenance plus fort parce qu'ils ont accès à certaines choses parce qu'ils travaillent pour cette entreprise-là. Donc, on voulait juste en montrer certains exemples. Puis tout ça, dans le fond, la discussion autour de ça, c'est mon employeur prend soin de moi. Il veut que il a mon bien-être à cœur. Donc, il m'offre des choses qui ne sont généralement pas offertes là, par les organisations. Donc,
comment on limite les effets d'avoir embauché des postes là, à des salaires, des postes d'entrée ou des postes en mi-carrière, à des salaires élevés. C'est ce qu'on voit régulièrement. On a dû embaucher, on a été chercher des gens de l'externe à des salaires plus élevés. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a beaucoup de rumeurs qui commencent à circuler. Bien, les gens qui viennent de l'extérieur sont mieux traités que ceux qui sont ici depuis longtemps. Puis ça beaucoup de nos, pas beaucoup, mais certaines de nos interactions avec des clients, c'est lié autour de ça. C'est comment on fait pour s'assurer de la perception d'équité. Les organisations veulent être équitables, mais des fois, on n'a juste pas le choix. Donc, comment quel geste on peut poser pour rétablir là, une certaine confiance? Donc, la première chose, établir des lignes directrices. Je ne sais pas dans vos organisations s'il y en a beaucoup qui ont des structures, une structure salariale définie avec des classes. Les organisations qui sont entrepreneuriales, souvent, vont être très réfractaires à avoir une structure salariale parce que c'est trop complexe. Ils voient ça comme un carcan, comme quelque chose qui les empêche d'offrir ce qu'ils veulent aux employés. Mais quand on n'a pas de structure salariale ou de politique un peu plus formelle, réfléchie, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la pression se retrouve sur la direction parce qu'on a peu de comparables, on a peu de moyens de valider qu'on est équitable à l'interne, puis on doit être réactif avec les employés. Donc là, souvent, qu'est-ce qui commence à arriver dans ces situations-là? Ben là, c'est qu'il va pousser des exceptions. Donc là, quelqu'un se plaint, on va offrir une bonification. Ce groupe-là va avoir une bonification. Eux autres, on va leur donner une allocation automobile. Là, on va faire ça. Donc, là, après ça, on se retrouve avec des pratiques qui sont non uniformes, puis ça cause de la pression sur le système. Donc, vraiment, le fait d'établir des lignes directrices, puis d'avoir une structure plus formelle, puis on n'a pas besoin de la communiquer aux employés non plus. On n'a pas besoin de communiquer ça à tous les employés, mais au moins pour se rassurer au niveau de la direction, qu'on sait où on s'en va, on sait qu'on est équitable généralement, on sait où on ne l'est pas, c'est correct, on va rétablir la situation, mais ça permet au moins d'avoir une meilleure vue d'ensemble plutôt que gérer ça à du cas par cas. On a certaines organisations clientes qui ont des 500, 600, 1500 employés qui n'ont pas de structure. Donc, on se retrouve après plusieurs années, avec des salaires qui sont all over the place. On a des programmeurs à 45 000, des programmeurs à 90 000. On demande c'est quoi la différence entre ces deux emplois-là. Ben, c'est quoi? C'est la capacité de négociation de l'employé. Quand est-ce qu'il est arrivé dans l'organisation? Donc là, c'est là que les organisations réalisent qu'on doit faire quelque chose. Mais souvent, avant de se rendre là, ben, c'est bon, le plus rapidement possible, au moins de faire une pause puis de regarder où est-ce qu'on se situe, mais de façon globale. Nos programmeurs par rapport à nos architectes, par rapport à nos conseillers, par rapport à nos chargés de projet, etc. Ensuite, miser sur la rétention. Évidemment, là, c'est toujours mieux d'être proactif. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis très conscient de ça, que quand on a un employé devant nous qui demande 10 000 d'augmentation, là, on ne veut pas entendre parler d'être proactif. Là. Mais souvent, comment on peut être proactif? C'est avec l'exercice d'augmentation annuelle des salaires. Quand on va augmenter les salaires, si on a un budget de 5-6 %, la tendance, souvent, c'est de dire on va répartir cette augmentation-là le plus possible à l'ensemble des employés. On hésite à faire des distinctions trop importantes entre les employés, mais pour les gens qui arrivent sur le marché du travail, ceux qu'on a embauchés à des salaires qui sont bas, la matrice habituelle d'augmentation, d'augmenter 3, 4, 5 % le salaire, ça ne tient juste pas la route.
on n'a pas le choix d'aller souvent dans des 8-10 % d'augmentation. Sinon, on va perdre les gens. Mais il faut oser pour le faire souvent, puis c'est pas quelque chose qui est instinctif. On veut répartir les augmentations le mieux possible, mais nous, on croit qu'il faut vraiment revoir cette façon-là d'attribuer les augmentations salariales. Puis la transparence également, il y a une valeur énorme à la transparence. Ce n'est pas toujours facile, surtout dépendant de où on est, mais c'est quelque chose là, qui peut juste nous aider. On parlait de la gestion des augmentations salariales. On a embauché des gens, on les a embauchés à des salaires élevés. Si ces gens-là ne livrent pas non plus, bien, il faut pas hésiter. Si on lie les augmentations salariales, la progression à la performance des gens, ben, on va en retirer on va en retirer plus de notre investissement en rémunération. Cela dit, il faut connaître la performance des gens, il faut être capable d'évaluer sur la même base, de s'assurer qu'on a vraiment une bonne visibilité sur ce que nos gens apportent. Donc ça passe un peu comme Mélissa disait là, sur la gestion des talents, puis avoir quelque chose pas de complexe, mais au moins de structuré puis d'équitable. Ensuite, des questions qu'on a souvent présentement, c'est le coût du recrutement. Combien ça nous coûte perdre un employé puis devoir le remplacer par quelqu'un d'autre? C'est clair qu'à la base, là, pour recruter quelqu'un qui a des compétences égales, généralement, ça va nous coûter 15 % plus cher. Pourquoi? Parce que si on veut quelqu'un qui est pleinement compétent, il va falloir payer une prime pour l'attirer. Puis la deuxième chose, juste les coûts de notre équipe de recrutement ou les chasseurs de tête, encore là, c'est un 15-20 %. Tout le temps de formation qu'on va devoir passer pour ce nouvel employé-là, l'intégration, les gestionnaires qui vont devoir le rencontrer, etc. On a fait l'exercice avec certains clients. On arrivait, ça variait n'importe où entre 50 et 75 à 100 % du salaire d'un individu, qui est le coût pour remplacer quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter les salaires de 50 %, mais ça veut dire qu'il faut y réfléchir. Quand on détermine notre budget d'augmentation salariale, souvent, on n'a pas les moyens d'avoir plus que 3, 4, 5, 6 %, mais il faut aussi réfléchir à c'est quoi le coût de perdre des employés clés. Ensuite, experts versus gestionnaires. On a beaucoup d'employés qui, souvent, on parlait de la progression dans l'entreprise, etc. Est-ce que les employés voient leur avenir dans l'entreprise, comment ils vont pouvoir se développer? Il y a des organisations qui misent beaucoup pour le développement sur le fait de devenir un gestionnaire dans l'organisation. Souvent, nos meilleurs employés ne sont pas nos meilleurs gestionnaires nécessairement. Mais si on veut qu'ils voient un avenir, bien, il faut qu'ils voient l'opportunité de se développer en tant qu'expert, puis d'atteindre une rémunération qui peut être aussi importante, peut-être, ou même peut-être supérieure à un gestionnaire. Si on a un expert dans un secteur qui est notre meilleur, il n'y a pas de raison que sa rémunération soit inférieure à celle d'un gestionnaire qui gère une équipe de 4-5 personnes. Peut-être que ce n'est pas justifié, mais peut-être que c'est justifié. Puis, il y a beaucoup d'organisations avec qui on travaille qui hésitent à aller là, de dire est-ce que quelqu'un peut être payé plus que son gestionnaire? On voit que c'est des barrières qui tombent tranquillement, mais pour nous, il va falloir revoir la façon qu'on voit la rémunération, puis la hiérarchie, puis si on veut avoir des experts dans nos organisations qui sont rémunérés à leur valeur. Ensuite, l'incitatif à long terme lié à la reconnaissance, c'est des choses qu'on voit quand même à l'occasion, pas énormément.
historiquement, l'intéressement à long terme, tout ce qui est option d'achat d'actions, sauf dans les startups, là, où c'est vraiment plus pour l'ensemble des employés, mais l'intéressement à long terme est beaucoup lié aux responsabilités, limitées aux dirigeants seulement. Mais ce qu'on voit, c'est certaines organisations, des organisations privées là, dont je parle, mais aussi certaines cotées en bourse, qui vont utiliser l'intéressement à long terme pour aller donner une petite tape sur l'épaule à certains employés qui sont vraiment la relève, les gens qui vont nous amener plus loin dans le futur et qu'on veut reconnaître, puis qu'on va leur donner une rémunération liée à l'actionnariat, peu importe, ça n'a pas besoin d'être des actions réelles, là, mais un incitatif à plus long terme qui va reconnaître leur statut, si on veut, ou leur contribution importante à l'entreprise. Donc, c'est des choses qui peuvent être utilisées. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que tout le monde, au moins, devrait se poser ce genre de questions-là. On pense qu'il devrait se poser ce genre de questions-là sur qu'est-ce qu'on peut faire pour être créatif et puis être plus attirant pour les employés. Donc, en conclusion, il n'y a pas de solution miracle, mais pour nous, il faut oser et il faut doser. Donc, il faut oser faire des choses qui sortent des sentiers battus, mais qui sont vraiment en lien avec notre culture. Ensuite, la deuxième chose, éviter de baser la rémunération sur des exceptions, des perceptions. Il arrive à l'occasion où on a des discussions avec des organisations qui nous parlent de choses qui sont arrivées. On a l'impression que c'est un problème majeur. Puis finalement, c'est arrivé une fois, il y a 3 ans. Puis là, on est en train de réfléchir à l'impact de ce qui est arrivé, un employé qui a quitté pour tel emploi. Mais dans le fond, c'est pas quelque chose qui est représentatif là, des enjeux qu'on a. Et le deuxième point, c'est le rôle des gestionnaires qui est vraiment primordial dans la rémunération. On en a parlé plus tôt en termes de gestion de la performance, mais c'est vrai aussi pour présenter les enveloppes de rémunération. Si vous demandez à vos gestionnaires qui embauchent ou les gens qui gèrent des employés, qu'est-ce qu'on a à offrir comme rémunération, ils ne sont pas capables de répondre, c'est certain que quand un employé va aller les voir pour parler de rémunération, il y a des chances qu'ils ne savent pas quoi répondre et puis qu'ils ne soient pas capables de vendre l'organisation autant qu'on le souhaiterait ou vendre l'enveloppe globale de rémunération. Pourquoi les gens travaillent là, pour votre organisation. Donc, c'est vraiment important pour nous que les gestionnaires fassent partie intégrale là, du processus puis de notre stratégie de rémunération. Donc, ça conclut ce qu'on a à vous présenter. Je ne sais pas où est-ce que... Si vous avez des questions, j'ai regardé le chat, là, je ne crois pas qu'il y en ait. S'il y en a qui ont des questions ou des commentaires sur comment ça se passe là, dans vos organisations. On a tous, enfin plusieurs ici ont vécu l'expérience de devoir laisser aller un employé justement pour des questions d'équité interne, des demandes salariales, peut-être justifiées, mais qui viendraient saboter tous les efforts à l'interne, si je peux me permettre l'expression. Comment on peut faire une contre-offre ou tenter de les conserver à ce moment-là, quand la différence est vraiment là, marquante? C'est pour moi, effectivement, des fois, il y a juste s'il y a un écart qui est totalement déraisonnable et qui va nous faire du tort à long terme, c'est ce qu'il faut évaluer. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être offertes? J'ai parlé d'incitatifs à long terme. On a un client qui utilise quand même beaucoup l'incitatif à long terme. Pourquoi? Parce que c'est des véhicules qui vont être payés sur plusieurs années, qui vont servir de rétention également. Donc, autrement dit, si on augmente le salaire, c'est pour la vie, là, si on veut, on va être pris avec ça.
Ensuite, pour moi, c'est beaucoup de faire valoir le développement qui est possible. C'est certain que pour moi, pour les gens sont quand même très concernés par leur valeur en tant que sur le marché du travail. Là. Puis, ils sont conscients qu'ils pourraient gagner plus ailleurs, mais il faut leur donner une raison de demeurer chez nous. Pour moi, ça passe beaucoup par là. L'opportunité future, c'est sûr qu'on ne peut pas juste vendre du rêve. Il faut que ça soit réel, puis il faut que ça soit vraiment pris en charge. Puis des fois, ben, il faut faire des entorses pour moi à la rémunération. Là. On n'a juste pas le choix. Mais encore là, c'est d'être transparent le plus possible avec le gestionnaire. S'il y a une raison pour justifier ça, pour justifier ce salaire-là, ben, il faut le comprendre. Puis il ne faut pas avoir peur de répondre aux questions là, à ceux qui sont concernés, là, pour moi. Moi, j'ajouterais à ça, outre le salaire, je pense qu'il faut creuser un peu plus loin puis comprendre la motivation de pourquoi l'employé veut quitter. Parce que c'est sûr, le salaire, ça peut être une raison, mais si on lit beaucoup dans la littérature, c'est rarement la raison première de quitter. C'est sûr que si on passe d'un salaire de 40 000 à 80 000, mais là, c'est une autre histoire. Là. Mais quand on a déjà un salaire qui est intéressant, qui est convenable, mais souvent, il y a une raison derrière, puis on se cache derrière le « je veux gagner plus d'argent », mais des fois, c'est de creuser puis connaître c'est quoi la raison derrière ou l'autre raison qui nous incite à quitter pour essayer aussi d'adresser ce volet-là. Mais c'est sûr que ça arrive, puis la première chose qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Là. Si Google offre 80 000 de plus, là, il faut vivre avec. Là. Mais il ne faut pas baser sa stratégie, pour moi, de rémunération non plus là-dessus. Puis, un petit peu plus tôt, tu mentionnais des partenariats avec des clients. Et l'exemple un peu cliché, là, tu me diras si je me trompe, c'est tu fais un site web pour un restaurant et tes employés ont un rabais au restaurant. Est-ce que c'est ce type de partenariat auquel tu pensais? Ben, dans le fond, nous, ce qu'on a vu beaucoup, là, c'était des avantages qui étaient offerts pour un client. Si on est, par exemple, on est le conseiller informatique ou on développe des produits pour tel client, bien, on associe, si ce client-là a des choses à offrir, bien, il y a des avantages qui peuvent être offerts. Oui, le restaurant, ça pourrait être ça. Je ne sais pas si on va retenir beaucoup de gens, ça dépend si c'est un Uber ou le Toqué, là, mais mais effectivement, c'est ce genre de choses-là qui, nous, ce qu'on entendait de ce client-là beaucoup, c'est que ça liait beaucoup le fait de travailler pour cette organisation-là a des avantages qui n'étaient pas offerts au commun des mortels. Puis souvent, ce n'est pas des choses hyper importantes, mais c'est des choses qui vont faire une différence pour les employés, de dire, c'est notre employeur veut nous donner des avantages.